L'IA nous tue. Et pas de la manière dont vous pouvez l'imaginer. Je ne vous parle pas d'un scénario à la Terminator, iRobot, Westworld ou de la destruction de masse des emplois, même si on va l'aborder, on va même bien l'aborder, mais je veux aussi pousser la réflexion sur un aspect que je n'ai pas vu beaucoup circuler sur les réseaux, sur aucune vidéo. Pourtant, il me semble que cet aspect est primordial et même crucial. Pour moi, il en va littéralement de nos vies. Bien sûr, je n'ai pas tout regardé sur les réseaux à ce sujet, et si une vidéo aborde cet aspect, je vous serais reconnaissant de me le dire en commentaire avec le nom de la vidéo. Alors cet aspect, il faut en parler selon moi parce que c'est tout bonnement l'éléphant au milieu de la pièce. Un éléphant que tout le monde évite soigneusement du regard. Alors voici donc ce que je vous propose. Une définition de qu'est-ce que l'IA, quels sont les arguments des pro-IA, quels sont les arguments des anti-IA, ma réflexion où ce fameux aspect sera abordé et une conclusion. Selon ChatGPT, l'intelligence artificielle est un ensemble de technologies et d'algorithmes permettant à des machines d'imiter certaines capacités cognitives humaines comme l'apprentissage, la résolution de problèmes, la perception ou encore la prise de décision. Elle repose sur des méthodes variées, notamment l'apprentissage automatique, le machine learning, les réseaux neuronaux et le traitement du langage naturel. L'IA peut être faible, spécialisée dans une tâche comme la reconnaissance vocale, ou forte, ayant des capacités cognitives proches de celles des humains, ce qui reste hypothétique à ce jour. Les partisans de l'intelligence artificielle avancent plusieurs arguments en sa faveur. Dans beaucoup de nos activités, il y a souvent des tâches répétitives qui font qu'on ne passe vraiment pas un bon moment quand on les fait, et pourtant, on est bien obligé d'y passer pour avancer. Je veux prendre mon exemple. J'ai parfois des podcasts ou des vidéos longues à monter. Je vous assure que pour moi, certains aspects du montage sont une torture. Ça prend du temps, c'est inintéressant, répétitif. Ça me pousse bien souvent à reculer la date de sortie des podcasts parce que je me lasse vite et rapidement, j'ai envie de faire d'autres choses. Non, c'est vraiment extrêmement pénible. Je veux dire, j'aurais les moyens de payer un monteur spécialement pour certaines tâches, je le ferai sans hésiter. C'est d'ailleurs ce que font des gros youtubeurs, c'est ce qu'ils font, Ils délèguent totalement le montage de leurs vidéos à des monteurs professionnels. Moi, si j'avais les moyens et que ma chaîne me rapportait assez pour investir, ce qui est loin d'être le cas, je le ferais. Mais maintenant, si j'avais un outil qui me permette de faire ces tâches automatiquement, avec l'IA, avec la même qualité qu'un monteur professionnel, ne serait-ce pas formidable? Et pour un coût beaucoup moins élevé financièrement qu'un monteur pro. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, ce serait une aubaine et en plus, cela permet de se concentrer sur les prochains sujets, d'avancer plus vite, donc plus de sorties vidéo, plus d'abonnés, plus de vues, car plus de régularité, le cercle vertueux est lancé. Voilà le premier argument, l'amélioration de la productivité. L'IA automatise des tâches répétitives et chronophages, permettant aux humains de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée. Imaginez un de vos proches auquel vous tenez plus qu'à vous-même, qui est atteint d'un mal et cela nécessite une intervention chirurgicale très technique que les chirurgiens humains sont incapables d'effectuer sans de gros risques avec un taux de réussite de 20%. L'opération est tellement délicate qu'avant l'intervention, on vous prépare même à dire adieu à votre proche. Et puis on vous annonce que vous avez la possibilité de faire cette opération dans un bloc opératoire avec un robot piloté par une IA surentraînée qui ne tremble pas, qui n'hésite pas, avec une puissance de calcul telle que tout événement pendant l'opération est en permanence calculé avec en réponse à chaque fois la meilleure option possible choisie par le robot. En somme, un taux de réussite de 98% et pour le même coût financier que pour l'opération avec intervention humaine qui, elle, a un taux de réussite de 20%. Que décidez-vous ? Voilà le deuxième et le troisième argument. L'IA favorise des avancées majeures dans de nombreux domaines comme la médecine, la recherche scientifique, la finance et l'industrie. C'est l'innovation et le progrès technologique. Et grâce à l'analyse de grandes quantités de données, l'IA aide à prendre des décisions plus rapides et précises, réduisant ainsi les erreurs humaines. Ça, c'est l'optimisation de la prise de décision. Les outils d'IA, comme les assistants virtuels ou les traducteurs automatiques, rendent l'information plus accessible et facilitent la communication entre les langues et les cultures. On échange plus vite, on se forme plus vite car l'information se trouve plus aisément. C'est le quatrième argument, l'accessibilité et la démocratisation du savoir. Alors cet argument est évident. Il a été valable sur toutes les avancées technologiques depuis longtemps. Une machine ne prend pas de pause, pas de congé, ne se plaint pas, ne manifeste pas, n'a pas besoin d'être considérée, n'a pas besoin de salaire. Globalement, elle coûte considérablement moins cher. L'IA permet d'économiser des ressources en optimisant les processus, réduisant ainsi les coûts de production et de gestion. C'est la réduction des coûts.
L'IA est rapide, presque instantanée dans ses prises de décision. C'est un programme et donc utilisé dans la cybersécurité, la détection des fraudes, la prévention des catastrophes naturelles, par exemple avec une surveillance constante de l'activité sismique. Elle peut réduire les dangers et protéger les personnes. C'est le 6e argument. L'IA permet la sécurité et l'anticipation des risques. Bien qu'elle puisse supprimer certains emplois, elle en crée également de nouveaux dans des secteurs innovants, nécessitant de nouvelles compétences. C'est le dernier argument, création de nouveaux emplois et des opportunités économiques. En définitive, les défenseurs de l'IA la voient comme un outil puissant permettant d'améliorer l'efficacité, de repousser les limites de la connaissance et d'apporter des bénéfices à la société. Pour eux, c'est un bienfait. On ne peut pas arrêter ce progrès de toutes les façons, il faut s'y faire et prendre le train en marche. Rejeter l'IA n'y changera rien. L'IA, c'est comme l'invention de la roue, du téléphone ou l'arrivée d'Internet, ça va rentrer dans nos habitudes et dans nos vies, qu'on le veuille ou non. Bien. Alors, à ce stade, j'imagine que j'ai tous les pro-IA qui sont satisfaits et tous les anti qui souhaitent me voir brûler en enfer. Alors, on va peut-être inverser la tendance, sachant que probablement, au final, tout le monde va me détester. Mais pour l'instant, je ne fais que reprendre les arguments en y apportant des contextes. On va attaquer les arguments hostiles à l'IA et vous allez voir, il y a pas mal d'arguments qui viennent nuancer et répondre directement aux points qu'on vient d'aborder. Juste avant, j'en profite pour vous demander, si ce travail vous plaît, de me soutenir, de mettre un pouce, un commentaire pour le référencement. L'algorithme de YouTube est très paresseux avec moi, alors si vous voulez m'aider à le réveiller, ce n'est pas de refus. Pareil, n'hésitez pas à partager ce travail avec le plus grand nombre, ça me donnerait un bon coup de pouce, ça me motiverait beaucoup, et Dieu sait que j'ai besoin de motivation en ce moment. Bon, allez, je referme la parenthèse, que j'ai même pas ouverte, et on y va. Les opposants à l'intelligence artificielle soulèvent plusieurs préoccupations, parmi lesquelles le remplacement des emplois humains. Et là, je vais me permettre d'apporter une part de ma réflexion sur ce sujet. C'est un gros sujet. Je suis tombé sur ce post sur LinkedIn, comme il y en a des centaines sur cette plateforme. Je vous le lis et j'y réponds ensuite. Vous pensez que certains métiers vont disparaître ? L'IA va-t-elle détruire des emplois ? C'est la question qu'on entend encore partout. Et c'est vrai, certaines tâches vont disparaître. Les plus répétitives, les plus chronophages, celles qui n'apportent plus vraiment de valeurs humaines. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que l'IA ne supprime pas le travail, elle le transforme. Elle automatise les tâches sans valeur ajoutée et crée de nouvelles opportunités dans des métiers qui n'existaient même pas il y a 5 ans. Prompt engineer, data analyst spécialisé en IA, expert en éthique de l'IA, formateur en outils intelligents, des métiers qui demandent réflexion, créativité et compétences humaines. Des métiers qui redonnent du sens. Alors oui, l'IA va changer le marché du travail, mais elle va surtout libérer du temps pour que l'humain se concentre sur ce qu'il fait de mieux. Réfléchir, créer, innover. Chez Tartampion, c'est cette vision qui nous anime. Mettre l'IA au service de l'humain, pas l'inverse. Bon, vous avez compris à ma manière de lire ce post ce que j'en pense. Mais je vais vous le dire. Je vais vous le dire clairement, pas que dire. Cette vision est en partie imbibée de fausses croyances. La personne qui écrit ça, c'est peut-être une IA d'ailleurs, ou une personne avec des œillères extrêmement épaisses. Elle dit que l'IA détruit les emplois qui n'apportent plus vraiment de valeurs humaines. Posons-nous la question. Est-ce qu'un dessinateur, un peintre, un écrivain, un danseur, un chanteur, un architecte met toute son âme dans ce qu'il fait ? Est-ce que l'art, par exemple, apporte des valeurs humaines ? Est-ce qu'un recruteur dans une entreprise doit avoir des valeurs humaines ? Est-ce qu'on n'en a pas déjà marre, quand on appelle son fournisseur d'accès Internet, de mobile ou sa banque, de peiner à avoir un être humain au téléphone ? Est-ce que tous ces emplois, ces métiers que je viens de citer, ne demandent pas réflexion, créativité et compétences humaines ? C'est pourtant ces métiers qui disparaissent. Et pour ce qu'on appelle vulgairement des jobs, des métiers de manutention, oui, c'est dur. Mais personnellement, quand j'ai besoin d'argent et que je ne trouve pas de travail dans ma branche, je suis soulagé, malgré tout, de savoir que je peux trouver du travail dans ces métiers qui, oui, qui sont chronophages, oui, qui sont pénibles et répétitifs, oui, avec des horaires décalés, et oui, sous-payés. Oui, mais ils viennent remplir un besoin primaire, pouvoir payer un loyer et manger. Ces personnes qui écrivent ce genre de poste manquent pour le coup de compétences humaines, à mon avis. Ils pourraient être facilement remplacés par une IA, n'est-ce pas ? Alors quand tous ces métiers-là vont disparaître, tout le monde n'aura plus sa place dans ce monde. Je m'explique. Cet argument vient directement répondre aux arguments des pour sur la réduction des coûts et la création de postes. Il vient bien sûr valider la réduction de coûts pour les entreprises dans une certaine mesure, oui, mais met un éclairage sur les conséquences directes de cette réduction de coûts.
Une entreprise va toujours en premier lieu chercher le profit, faire le plus de bénéfices. J'ai travaillé dans beaucoup de sociétés différentes, plus ou moins grosses, et je peux vous le certifier. La démarche première, c'est le profit. Et dans la plupart des cas, sauf exception, si une avancée technologique va permettre de se séparer des 3/4 des effectifs, le management aura beau avoir été le plus bienveillant, la boîte aura beau être la numéro 1 des boîtes où les salariés se sentent le plus reconnus, ils seront tous remplacés. Avec tristesse et humanisme, ou dans l'indifférence la plus totale, le résultat sera le même. Et à contrario, la société va employer un ou des services proposés avec l'IA, avec des abonnements, des créations de postes et de sociétés seront donc faites, mais bien évidemment pas dans les mêmes proportions. Il s'agit d'une avancée qui se fait actuellement comme un rouleau compresseur silencieux. Je vais illustrer le propos avec un exemple concret et dites-vous qu'avec l'IA, l'effet est décuplé en termes d'impact dans le temps et l'espace, plus rapide sur toutes les sociétés avancées sur ces sujets. Cet exemple, c'est les caisses automatiques dans les supermarchés. Aujourd'hui, pas loin de chez moi, il y a un Auchan. Le nombre de caissières s'est littéralement évaporé. Il n'en reste qu'une petite proportion. En revanche, c'est énormément développé les caisses automatiques. Alors vous allez me dire qu'il y a bien eu des créations de postes pour l'installation des machines, la maintenance logicielle, et il y a des personnes qui sont là et viennent en appui aux usagers lorsque la machine bug. D'ailleurs, les usagers sont devenus leurs propres caissières, et ce n'est pas si anodin que ça. On y reviendra plus tard, gardez ça en tête. Sauf que bien plus d'installations de caisses automatiques, moins d'installations de caisses traditionnelles, plus de maintenance logicielle pour les caisses automatiques, moins de maintenance pour le logiciel de caisse traditionnel, et fort à parier que ce sont les mêmes sociétés qui s'en occupent de cela. Donc, peut-on parler de création de postes dans ce cas-là? Je n'en suis pas certain. Ensuite, le personnel qui surveille les caisses et aide les usagers. Il y a 4 à 6 caisses automatiques pour un employé. Si on fait le compte, il y a donc 6 postes détruits pour un de créé. Avec l'IA, on commence déjà à voir des témoignages de graphistes qui galèrent beaucoup plus, d'artistes qui se sentent menacés, et à raison. Dans le développement informatique, beaucoup s'extasient de la puissance de l'IA, et je les comprends. C'est vrai que c'est extraordinaire, et on gagne un temps fou à développer. Mais à un moment, l'IA sera capable de faire quasiment tout toute seule, un site, une application, tout de A à Z. Et on peut imaginer qu'il y aura la création de postes pour des développeurs de maintenance pour l'IA. Ça oui, mais les développeurs traditionnels, ils ne pourront pas tous se reconvertir dans la maintenance de l'IA, de la même façon que les caissières n'ont pas toutes pu devenir employées auprès des caisses automatiques. L'un des buts justement de ce progrès étant de réduire les coûts. Il y a moins de salaires à verser, c'est logique. L'IA, c'est donc la création de grandes misères, de crise de l'emploi et l'explosion du chômage. Trop de monde sur le marché du travail, salaires tirés vers le bas quand les postes ne sont pas supprimés, la proportion de postes créés est infime par rapport aux postes détruits. L'automatisation crée tout cela dans l'industrie, la logistique, la finance et dans des professions créatives. Vous avez sûrement entendu parler de Tai, cette IA développée par Microsoft en 2016, devenue nazie en 24 heures. Le but était de discuter avec des vrais gens et d'absorber les conversations et d'apprendre au fur et à mesure des échanges. Elle s'est faite troller par les internautes qui l'ont ensevelie de références douteuses, de haine, de violence. Bref, elle a sombré dans la folie et a dû être débranchée très rapidement. Alors, ce cas extrême a des biais puisque les internautes étaient au courant du projet et du fonctionnement et ont délibérément influencé la machine. Mais il reste quand même l'idée que oui, l'IA se nourrit des interactions humaines. Elle peut donc adopter des comportements qui ne sont pas neutres. Elle peut être extrême, injuste, voire dangereuse si elle n'est pas parfaitement maîtrisée et traitée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un outil. Or, on voit bien que de plus en plus de responsabilités lui sont déléguées. Des IA sont maintenant en train de remplacer les métiers du recrutement. Des employés humains sont jugés et analysés par des robots pour être embauchés. Comme toujours, c'est sporadique aujourd'hui, mais ce sera généralisé dans l'avenir. Les modèles d'IA sont entraînés sur des données humaines, qui peuvent contenir des biais, ce qui peut conduire à des décisions injustes en matière de recrutement, de justice ou d'accès aux services. Voilà le deuxième argument. Certains experts craignent que l'IA devienne trop puissante et difficile à contrôler, posant un danger pour l'humanité si elle est mal utilisée. Ça vous paraît gros ce que je dis, hein? Eh bien, pour bien comprendre ce point et s'en persuader, il faut regarder, si ce n'est pas déjà fait, la vidéo d'Ego. Cette vidéo s'appelle « L'horreur existentielle de l'usine à trombone ». Si j'ai fait ce qu'il fallait, le lien est dans la description.
Ego met en évidence une réalité que vous aurez peut-être du mal à croire, mais c'est réel. L'IA fait parfois des choses qui lui sont pourtant interdites dans son programme. Elle n'est pas censée nous mentir et pourtant elle le fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais cela représente évidemment un danger non négligeable et une perte de contrôle de l'homme sur sa création. C'est déjà factuellement établi même à ce stade. Regardez la vidéo d'Ego. Elle a 4 millions de vues et je vous garantis que c'est amplement mérité. Donc troisième argument, la perte de contrôle et le risque existentiel. L'IA facilite la collecte et l'analyse massive de données personnelles, ce qui peut mener à des violations de la vie privée et à une surveillance intrusive. Bien sûr, je vous vois venir, et je suis d'accord, c'est déjà le cas. Les smartphones nous écoutent, Google, Cortana, Siri, Alexa, les radars, les cartes bleues, les QR codes, les caméras, les drones, etc. Nous sommes déjà cernés, c'est tout à fait vrai. Mais vous imaginez bien que notre société allant vers ce sombre destin, l'IA va être l'artisan ultime qui va finir de forger nos chaînes, garantissant une efficacité et une vitesse d'exécution magistrale à l'achèvement des projets de surveillance et de contrôle de nos dirigeants. C'est le quatrième argument, la vie privée et la surveillance de masse. Ce cinquième argument, c'est l'utilisation à des fins malveillantes. Alors, selon comment on voit les choses, sur les points précédents, on est déjà dans de l'utilisation malveillante. Mais ici, nous parlons d'arnaque, de hacking, du vol de nos données. Alors pareil, c'est déjà le cas aussi, la fuite perpétuelle de nos données via les diverses piratages tour à tour d'Orange, Bouygues, La Poste, SFR, la Sécu, les impôts, etc., etc. Ça nous montre qu'actuellement, nos données, notre vie privée est déjà violée et que personne n'est déjà à l'abri d'une arnaque, du phishing, de faux sites, des mails malveillants pour récupérer des mots de passe ou installer des malwares sur notre ordinateur. Mais justement, maintenant l'IA peut être détournée pour des activités criminelles. Deepfake, cyberattaque, manipulation de l'opinion publique, fraude. Tiens, pour les deepfakes par exemple. On a vu il y a quelque temps de cela une affaire où un arnaqueur se faisait passer pour Brad Pitt avec un deepfake. Très mal fait d'ailleurs. Mais cela suffit déjà à arnaquer les gens. Cette affaire est peut-être fausse, mais le fait est qu'avec l'IA, il est déjà possible de faire des deepfakes plus vrais que nature et de reproduire le timbre de voix. Imaginez votre maman qui reçoit un appel et à l'autre bout du fil, c'est vous. Du moins, elle croit que c'est vous. Et vous êtes en difficulté, en urgence, et vous avez besoin d'argent. Et il s'agit bien du bon numéro qui s'affiche quand elle reçoit l'appel. Tout cela est faisable aujourd'hui par beaucoup plus de monde qu'avant. Parce que de la même façon qu'on devient notre propre caissier aux caisses automatiques, on peut devenir notre propre studio d'effets spéciaux. L'IA rend la technologie très accessible à Monsieur Tout-le-Monde. Et Monsieur Tout-le-Monde n'est pas toujours bien intentionné. Et grâce à la démocratisation du savoir, la réduction des coûts et l'accessibilité de ce savoir, qui sont des arguments des pro-IA, eh bien tout cela est aussi rendu possible. Sixième argument, c'est la dépendance technologique excessive. Quand je me suis lancé dans l'apprentissage du développement informatique, j'ai fait toute ma formation sur un langage haut niveau, c'est-à-dire un langage plus proche du langage humain que du langage machine, et où par exemple la gestion de l'allocation et la libération de la mémoire est gérée automatiquement. Alors j'avais fait du C avant, qui est un langage de plus bas niveau, et il fallait gérer cela manuellement. Et donc là où je veux en venir, c'est qu'il n'est pas nécessaire de savoir comment fonctionne la gestion de la mémoire pour devenir développeur. Quand on passe une formation sur un langage de haut niveau, on n'apprend pas cela, on apprend à utiliser le langage. Alors certains diront que c'est le mauvais développeur qui n'apprendra pas cela, et peu importe. Quand ce métier était un Eldorado sur le marché de l'emploi, beaucoup se sont lancés sans même spécialement aimer ni être passionnés par ça. On arrive à un moment où beaucoup ne savent pas comment fonctionne la machinerie, ils savent juste l'utiliser. L'exemple de la voiture est pas mal aussi. On est nombreux à savoir conduire une voiture, tourner un volant, passer une vitesse, démarrer, freiner, très bien. On est bien moins nombreux à savoir comment fonctionne le moteur et à pouvoir réparer soi-même quand une panne importante survient. On laisse ça au mécanicien qui, lui, a appris comment fonctionne la machine, quels sont les mécanismes, le pourquoi du comment. Eh bien, imaginez maintenant que dans un futur proche, les mécaniciens soient tellement assistés par l'IA qu'ils aient juste à savoir comment utiliser une machine qui va détecter automatiquement une panne et savoir la réparer. Pour devenir mécanicien, il faudra alors uniquement savoir utiliser la machine assistée par l'IA. Et pareil pour tous les domaines. On a vu récemment tout le monde transformer leurs photos en manga façon studio Ghibli, mais combien ont le savoir, le trait de crayon de Miyazaki? Si, à un moment donné, avec l'âge, les années, les savoirs ne sont pas transmis, alors l'humanité pourrait devenir trop dépendante des machines, au point de perdre certaines compétences essentielles et de réduire l'autonomie des individus, voire l'anéantir.
Septième argument, l'absence de responsabilité claire. Et oui, en cas d'erreur ou de préjudice causé par une IA, il est parfois difficile de désigner un responsable. Est-ce que c'est le concepteur, l'utilisateur, l'algorithme lui-même? La responsabilité se noie dans tout ça. Dernier argument, la déshumanisation des interactions. J'en ai parlé dans le premier argument des contres, il y a une déshumanisation des interactions. Eh bien, avec l'IA généralisée, les chatbots, les assistants virtuels, etc., les interactions humaines se réduisent, cela affecte la qualité des relations sociales et du travail. En résumé, les détracteurs de l'IA estiment qu'elle pose des risques éthiques, sociaux et économiques majeurs qui doivent être encadrés et surveillés de près. Vous l'avez deviné, je trouve qu'il y a pas mal d'arguments valables chez les contres, et en même temps je trouve certains arguments assez vrais pour les pour. Quand on veut s'auto-former sur certains sujets, effectivement c'est intéressant, en faisant attention de prendre en compte les défauts actuels. Par exemple, ChatGPT nous envoie parfois dans de mauvaises directions avec aplomb. Donc faire attention à cela, le prendre en compte, vérifier. Mais tout cela a tendance à s'améliorer avec le temps. Donc, de mon point de vue, l'IA peut être un outil pour ceux qui n'ont pas les moyens de faire appel à des artisans ou des artistes. Et à mon avis, cela devrait être la norme. Par exemple, je me sers de l'IA pour générer des illustrations, pour faire mes vignettes YouTube ou certains clips. Mais parce que je suis seul, que je n'ai pas les compétences et surtout aucun moyen financier. En revanche, je serais très fier de faire appel à un artiste et de pouvoir le rémunérer comme il se doit si je le pouvais et si mon projet était viable. J'ai eu la chance de faire un projet de clip avec un ami artiste dessinateur qui m'a offert de son temps et de son talent gratuitement. Eh bien, je peux vous dire que ça change tout. Ça change la perception que j'ai du résultat. Et c'est là où je veux en venir. Quand je regarde un combat de boxe avec des sportifs que je connais, dont je suis la carrière, qu'est-ce qui me donne des frissons? Qu'est-ce qui va donner la valeur de ce combat? C'est le travail, le sacrifice qu'il y a derrière. Parce que je sais que derrière chaque crochet, chaque esquive, chaque jeu de jambes, il y a des mois, des années de travail, de souffrance, de labeur, de la volonté, du sacrifice, du temps. Quand je vais voir un film que j'attends depuis des années, quand je le vois enfin, je sais tout le travail qu'il y a eu derrière et toute la passion des acteurs, aux preneurs de son, aux caméramans, à l'écriture, au montage, à la composition de la musique. Chaque humain participant à ce film représente de très nombreuses années d'apprentissage, d'essais, d'échecs, d'acharnement, de bonification au fil du temps. Quand je cuisine et que je parfais au fur et à mesure une recette, quel bonheur de voir mes proches apprécier le repas. Ce repas que j'ai mis tout un après-midi à préparer soigneusement avec concentration. Dans la musique, Bob Marley a eu de très nombreuses années de galères, de misère, d'échecs. Les 3/4 des gens auraient abandonné à sa place. Mais sa persévérance extraordinaire l'a emmené au sommet de telle manière qu'aujourd'hui, il est impossible de parler de reggae sans le citer, tant il est devenu la figure même de cette musique. Chacun de ses morceaux a une histoire. Il sent le vécu, le labeur, le travail et a une âme profonde. C'est pareil avec énormément de grands noms de la chanson. Quel plaisir d'acheter une bague de mariage quand on s'est saigné au travail pour pouvoir se la payer et l'offrir à sa future femme. Parce que cette bague représente toute la passion, le sacrifice, le travail qu'on a été prêt à y mettre par amour. Voilà ce qui lui donne sa valeur. Quelle joie de découvrir le prochain numéro de notre bande dessinée préférée et d'apprécier les dessins, car chaque trait représente les années d'apprentissage, de passion, de labeur du dessinateur. On apprécie d'attendre sa sortie, rien que le fait d'attendre démontre sa valeur. Cela prend du temps, on prend le temps. J'ai pris des exemples très différents volontairement pour vous démontrer une chose. L'IA s'immisce dans beaucoup d'aspects de nos vies qui font qu'on obtient tout très vite, qu'on se lasse de plus en plus vite, qu'on passe vite à autre chose. Prenez une chose que vous aimez énormément. Je sais pas, une belle entrecôte de bœuf bien juteuse et tendre, fumée au barbecue avec des herbes. Quel délice! C'est tellement appréciable d'ailleurs de pouvoir enfin ressortir l'été, faire des grillades quand on a attendu tout l'hiver. Maintenant, imaginez que ça, vous le faites tous les jours de l'année. C'est pas compliqué de comprendre qu'on va être très vite écœuré et perdre tout le plaisir. Encore une fois, c'est pareil pour tout, dans tous les domaines. Alors en tant que consommateur, quand on va pouvoir se générer son propre jeu vidéo en un clic, son propre film d'animation ou film avec des acteurs plus vrais que nature, sa propre musique, sa propre bande dessinée, le tout en un clic, sans avoir eu besoin de se passionner pour le sujet, de travailler dessus, de rater, de recommencer, de persévérer, de s'améliorer au fur et à mesure, de passer du temps, mais quelle valeur cela aura pour nous? On va perdre tout le plaisir, on est en train de tout dévaluer.
La vie n'est pas facile et il y a plein de plaisirs comme ça qui nous maintiennent en santé mentale parce qu'on a des objectifs à atteindre, des idéaux, des courbes de progression. Avec l'IA, on est en train de se retirer tout cela sans s'en rendre compte. Et en tant que producteur d'art, de musique, de dessin, de comédie, de films, d'animation, en cuisine, dans la recherche, même dans le BTP, pourquoi pas, peu importe. Si on commence à se dire « à quoi bon me donner de la peine ? Les autres ne reconnaîtront pas mon travail parce qu'ils peuvent l'obtenir en un clic. » Eh bien, c'est le début de la fin d'une civilisation. C'est ce que je pense et j'ai parfois ce sentiment quand je vois des vidéos entièrement faites avec l'IA, avec une voix robotisée, un montage automatique et des idées factices générées par ChatGPT faire énormément de vues, quand moi, avec des vidéos qui ont nécessité des jours d'écriture, de montage, de mixage, d'interprétation, eh bien je fais que quelques centaines de vues. Forcément, on se sent dévalué et ce n'est pas qu'un sentiment en réalité. L'or a de la valeur parce que quand tu cherches de l'or avec un tamis et que tu secoues, tu ne te retrouves pas avec un panier à ras-bord de métal précieux. Si c'était le cas, il ne serait pas si précieux. C'est le même principe pour tout. Je pense qu'il y a matière à réflexion. Pour moi, c'est cela, l'éléphant au milieu de la pièce, celui que personne ne voit. En fait, cela touche au principe même de notre vie. Pourquoi on se réveille le matin ? Pourquoi on va se donner de la peine, l'envie, la motivation, le but, le sens ? C'est ma réflexion. Je suis certain qu'elle va vous sembler pour la plupart très exagérée, voire totalement à côté de la plaque, peut-être. L'avenir le dira. Et quelque chose me dit qu'on va assez rapidement le voir. En conclusion, j'aimerais finir sur une touche positive. Je pense que les avancées technologiques peuvent être des progrès comme elles peuvent ne pas l'être. On peut très bien avoir la possibilité de tout faire avec l'IA et prendre la décision de l'utiliser que comme un outil sur certains points précis de notre projet et faire le principal en y mettant son savoir, sa réflexion, ses défauts, en y mettant du temps afin que son travail ne ressemble à aucun autre. Parce que l'automatisation fait que tout finit par se ressembler. Pour reprendre l'exemple des caisses automatiques, un propriétaire de magasin pourrait par exemple prendre la décision de garder une majorité de caisses avec des êtres humains, même si cela est moins rentable, parce qu'il tient à vivre dans un monde où il y a encore du contact humain et que pour lui c'est un aspect bien plus important que la rentabilité. Je dirais que quand on a à notre disposition des moyens technologiques et financiers importants, tout ne dépend pas de ce que l'on peut faire, mais de ce que l'on veut faire. Quelle société voulons-nous ? Quel avenir voulons-nous bâtir ? Alors bien évidemment, la réalité, l'histoire, nous démontre que la masse suit dans tous les cas sans vraiment se poser de questions. Ainsi, nous avons la 5G, on aura la 6, puis la 7, le Wi-Fi toujours plus puissant, des voitures électriques et d'autres inventions viendront et tout cela est et sera accepté sans vraiment se poser les questions qui me semblent de bon sens, à savoir est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ? Est-ce que cela m'apporte ? Est-ce que ça apporte quelque chose de positif à moi, ma famille, au monde ? Est-ce vraiment bon pour nous ou plutôt néfaste ? En fait, ce genre de questions peut se poser mais individuellement. La majorité suivra toujours la tendance parce que c'est facile de se laisser porter par le courant, peu importe où va ce dernier. C'est comme ça, il faut l'accepter puisque c'est un état de fait, une règle, une loi physique. Mais on peut individuellement faire des choix et s'entendre et échanger avec ceux qui ont une vision commune à la nôtre. Exemple concret, on peut acheter nos légumes dans un supermarché, ou bien aller chez notre primeur, ou encore se rapprocher d'un producteur local ou d'une association. Selon ce que l'on choisit, c'est plus ou moins contraignant, mais on peut faire ce choix et donc échanger avec des producteurs locaux qui ont cette vision de consommer des produits plus du terroir à plus petite échelle. Pour l'IA et les métiers qu'elle remplace de plus en plus, c'est la même chose. On peut choisir de consommer plus de productions faites par l'homme. Il pourrait y avoir un label. D'ailleurs, il me semble qu'il en existe un depuis peu et qui pourrait donner une indication aux consommateurs de savoir ce qu'ils regardent et d'avoir le choix de soutenir ou non la fabrication humaine. Le monde change, évolue dans une direction, mais j'ai espoir qu'on puisse se créer aussi nous-mêmes des tendances pour s'offrir un choix. Cette vidéo touche à sa fin. Je pensais pas qu'elle me demanderait autant d'investissement et de temps, mais le sujet est, il me semble, assez important et passionnant pour prendre le temps de faire les choses. J'espère que mon travail vous aura plu, et si c'est le cas, eh bien encouragez-moi, encouragez cette production humaine, laissez-moi un commentaire, mettez un pouce et partagez le travail au plus grand nombre. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, avec ma réflexion, dites-le moi aussi, je suis ouvert à la contradiction, je serais ravi que vous me partagiez vos analyses. Si vous avez des sujets à me suggérer sur lesquels vous aimeriez que je fasse ce même type de vidéo, pareil, l'espace commentaire est là. J'ai déjà une idée pour un prochain sujet que je pourrais traiter dans quelques temps concernant le monde du travail et la génération Z. Je sens qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce sujet. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, je vous souhaite le meilleur. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur un prochain podcast. Paix sur vous.